Les petits drôles, qui, pourquoi, quand, comment. Un podcast de Sud-Ouest pour les enfants. Bonjour Marine. Bonjour Picou. Et bonjour à toi qui nous écoutes. Ça te dit de venir dans le Sud-Ouest pour explorer la nature avec nous ? Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose que tu utilises tous les jours et dont nous avons absolument besoin pour vivre. L'eau. Est-ce que tu veux un verre d'eau, Marine ? Ouais, je veux bien, merci. Mais ne la laisse pas couler, ça gaspille. Oh mince, pardon. L'eau fait partie de notre vie de tous les jours. Il suffit d'allumer le robinet pour en faire couler autant qu'on veut, froide ou chaude. On est tellement habitué à l'utiliser qu'on n'y fait même plus attention. Pourtant, avoir aussi facilement de l'eau potable, c'est-à-dire de l'eau qu'on peut boire, c'est un luxe que beaucoup de monde n'a pas sur la planète. Et que nous non plus, on aura peut-être bientôt plus si on continue à la gaspiller. Quoi ? Plus d'eau ? Mais comment on ferait alors ? Ah, c'est sûr qu'on serait bien embêtés. L'eau, ça sert à tout aujourd'hui. À boire, évidemment, mais aussi à se laver, à arroser les champs, à nourrir les animaux, à faire fonctionner des usines, à transporter des marchandises en bateau, à pêcher, à fabriquer de l'électricité. Mais tu vas voir, en comprenant d'où vient l'eau et comment elle est utilisée, on peut trouver des solutions pour l'économiser et mieux la partager. D'où vient l'eau ? D'où vient l'eau ? Celle de mon robinet ou celle de toute la planète ? De la planète pour commencer. Alors, l'eau ne vient pas d'un seul endroit. Elle est présente partout sur Terre, et entre les mers, les océans, les lacs ou les fleuves, elle recouvre même 70% de la planète. Vue de l'espace, la Terre ressemble parfois à une énorme boule d'eau. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle la planète bleue. Mais ne te laisse pas avoir par cette vision trompeuse, car si l'eau ne manque pas sur Terre, seule une minuscule partie de cette eau est douce, et donc consommable par des êtres vivants. Le reste, l'eau des mers et des océans, c'est de l'eau salée, qu'on ne peut pas boire. La petite partie d'eau douce disponible est donc très précieuse, parce que sa quantité est limitée et on doit la partager entre tous les êtres vivants. On ne peut pas fabriquer de l'eau, il faut se contenter de celle que la nature nous offre. Sur Terre, l'eau existe sous 3 formes différentes, qu'on appelle des états. Le plus courant, c'est l'état liquide. C'est l'eau que tu bois, avec laquelle tu te laves, et quand elle refroidit en dessous de 0 degré, l'eau gèle, elle devient de la glace. On dit qu'elle est à l'état solide. Et quand elle est chauffée très fort, au-dessus de 100 degrés, elle s'évapore et devient de la vapeur. C'est son état gazeux. Attention, ce n'est pas de l'eau gazeuse avec des bulles dedans comme une limonade. La vapeur d'eau, c'est cette petite fumée blanche que tu peux voir quand tes parents font bouillir de l'eau pour faire cuire des nouilles par exemple. Et tu sais ce qui est aussi fait de vapeur d'eau ? Les nuages. Waouh, mais pour faire un nuage, il faut faire bouillir une immense casserole alors. Mais non, c'est le soleil qui fait s'évaporer l'eau des lacs, des rivières et des océans. En fait, l'eau contenue sur la Terre ne change jamais de quantité. Elle change juste d'état en suivant un cycle infini. D'abord, l'eau liquide s'évapore petit à petit quand il fait chaud. La vapeur d'eau monte haut dans le ciel. Mais plus on est haut dans l'atmosphère et plus il fait froid. Alors à une certaine température, la vapeur se retransforme en gouttelettes. Et ça crée des nuages. On appelle ça de la condensation. Quand ces nuages deviennent trop lourds ou que la température change brutalement, ils éclatent et retombent en pluie, en neige ou en grêle sur le sol. Ce sont des précipitations. Une fois tombées, ces précipitations se divisent pour suivre 2 chemins différents. Une partie est absorbée par le sol et va aller remplir ce qu'on appelle les nappes phréatiques. Ce sont de grosses réserves d'eau souterraines. L'autre partie, elle ruisselle sur les rochers et les sols jusqu'à rejoindre une rivière, un lac ou une mer. Et ensuite, tout recommence. Mais Picou, si l'eau reste dans un cycle infini, pourquoi on dit qu'elle risque de manquer ? Eh bien parce que la quantité d'eau disponible n'a pas changé depuis la création de la Terre, il y a 4,6 milliards d'années. Sauf qu'entre-temps, on a été de plus en plus nombreux à y habiter. Rien qu'en 100 ans, la population mondiale a été multipliée par 3. Et puis notre façon de vivre, elle aussi, elle a bien changé. Aujourd'hui, on consomme 2 fois plus d'eau qu'il y a 100 ans. Avec le réchauffement climatique, l'eau s'évapore aussi davantage. On retrouve plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère et moins d'eau à l'état liquide disponible. Et quand le cycle de l'eau est perturbé, notre quotidien, il l'est aussi. Les phénomènes extrêmes sont plus fréquents et plus puissants. Dans le sud-ouest, comme dans de nombreux endroits, on assiste de plus en plus à des pluies violentes et à des inondations, mais aussi parfois à de longues périodes de sécheresse. La sécheresse peut frapper partout dans le monde.
et surtout près des tropiques, car là-bas il fait si chaud que l'eau s'évapore plus vite. Mais depuis plusieurs années, des pays qui ne sont pas du tout habitués à ce genre de sécheresse, comme la France, sont aussi touchés, car les étés sont de plus en plus chauds et secs. Dans le sud-ouest, les spécialistes estiment que le réchauffement climatique pourrait réduire de moitié le remplissage des nappes phréatiques dans les années à venir. Mais aussi faire rapetisser des rivières de presque un tiers. Tu imagines ça ? Oh là là, sans eau, la végétation devient sèche. Les feux de forêt sont plus nombreux, comme on l'a vu dans un autre épisode des Petits Drôles. Et puis, s'il manque d'eau, certains animaux peuvent tomber malades, quitter leur lieu de vie ou même mourir, et ça perturbe l'équilibre de la nature. L'homme a aussi besoin d'eau pour vivre. Les médecins conseillent de boire 1,5 litre d'eau par jour pour rester en bonne santé. Sans compter tout ce que nous mangeons qui a besoin d'eau pour pousser. On en a parlé dans l'épisode des Petits Drôles sur la nourriture du Sud-Ouest. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour éviter de manquer d'eau ? D'abord, on peut limiter notre consommation. Dans le sud-ouest, chaque personne utilise en moyenne 152 litres d'eau par jour. D'un côté, il y a l'eau que l'on voit, celle qu'on fait directement couler. Une chasse d'eau, c'est 10 litres. Une douche de 5 minutes, c'est 80 litres. Et un bain, tu sais combien ? Non. 150 litres d'eau. Et puis, de l'autre côté, il y a toute la consommation cachée, celle qu'on ne voit pas, qui sert à fabriquer des objets ou des aliments, et qui pèse lourd sur la planète. Pour fabriquer une seule feuille de papier, il faut compter 10 litres d'eau. 1 kilo de maïs, 900 litres d'eau. Un t-shirt en coton, 3000 litres d'eau. Et pour fabriquer 1 kilo de viande de bœuf, il faut 15 000 litres d'eau. Alors, en prenant de bonnes habitudes, on peut économiser beaucoup d'eau. Par exemple, prends une douche plutôt qu'un bain. Ne laisse pas couler l'eau quand tu te brosses les dents. Récupère l'eau de pluie pour arroser les plantes. Essaye d'acheter des vêtements qui durent un peu plus longtemps et surtout, ne mange pas de viande à tous les repas. Mais Marine, l'effort ne doit pas venir que de nous, hein. Promis, je ferai attention. Mais les plus gros consommateurs d'eau, ce sont l'agriculture et l'industrie. Oui, Picou, mais c'est pour ça qu'il faut faire attention aux produits qu'on achète. Car l'agriculture et l'industrie, elles n'utilisent pas de l'eau juste pour le plaisir. Si elles le font, c'est parce qu'on en demande pour pouvoir se nourrir, se loger ou s'habiller. C'est vrai. Et puis, si l'eau vient à manquer, on est tous concernés. Lorsqu'une région traverse une sécheresse parce qu'il ne pleut pas assez, des restrictions sont imposées, et l'eau ne peut pas être utilisée n'importe comment. Par exemple, en été, régulièrement dans le sud-ouest, il est interdit de laver sa voiture ou d'arroser son jardin à certaines heures, et les agriculteurs ne peuvent pas non plus irriguer leurs champs tous les jours. Mais du coup, quand on est en restriction, il n'y a plus d'eau du tout dans les robinets ? Si, bien sûr, mais faut éviter d'utiliser cette eau potable pour autre chose que se laver ou boire, sinon c'est vraiment du gaspillage. Avant d'arriver dans nos robinets, l'eau doit passer plein de tests de propreté, pour être sûr qu'elle est pure et qu'elle ne nous rendra pas malades. Mais comment on fait pour faire venir de l'eau de la nature jusque dans nos maisons ? Dans le sud-ouest, il existe au moins 3000 zones de captation de l'eau naturelle. Ça peut être des sources de montagne, des nappes phréatiques souterraines, des lacs, des rivières. L'eau y est aspirée dans de gros tuyaux, puis elle est acheminée jusqu'à une usine de potabilisation. C'est un endroit où elle est traitée et analysée pour devenir potable, c'est-à-dire buvable. Lorsqu'elle est propre, elle fait un long voyage jusqu'à un château d'eau près des maisons, où elle est gardée dans un énorme réservoir. Ah, les châteaux d'eau, c'est ces grosses tours sans fenêtres. Ils sont toujours super hauts. Et oui, c'est fait exprès, pour que l'eau puisse prendre son élan et glisser jusque dans les tuyaux des maisons, situés en contrebas. Ça marche un peu comme un toboggan. Et quand on ouvre le robinet et qu'on tire la chasse, miracle, on a de l'eau. Toute cette route pour finir au fond des toilettes ou pleine de dentifrice dans le lavabo. L'eau ne reste vraiment pas longtemps propre. Heureusement, même quand on la jette, elle n'a pas fini son voyage. Commence pour elle un nouveau départ dans les égouts jusqu'à une station d'épuration. Et tu vas voir, c'est un endroit très technique où même l'eau la plus sale peut être nettoyée. L'interview des petits drôles. Bonjour, je m'appelle Marcelin et j'ai 10 ans. Bonjour Marcelin. Tu vas pouvoir poser tes questions à Julien Fédrigo. Il travaille à la SABOM, la Société de l'assainissement de Bordeaux Métropole, qui gère les stations d'épuration. Comment ça marche une station d'épuration ? Une station d'épuration est une usine qui nettoie et dépollue les eaux usées. Les eaux usées sont les eaux que nous avons utilisées à la maison et que l'on a salies.
l'eau des toilettes, de la machine à laver ou de la vaisselle par exemple. Les eaux usées sortent de nos maisons, passent par les égouts pour atteindre la station d'épuration. Elles contiennent de nombreuses saletés, des déchets comme les lingettes, les cotons-tiges, des bouts de plastique, du sable, de la graisse, nos excréments, le pipi, le caca, et enfin des produits chimiques comme le savon, la lessive ou le liquide vaisselle. La station d'épuration va se débarrasser de ces saletés en plusieurs étapes. Tout d'abord, les eaux usées passent à travers des grilles et des tamis pour retenir les plus gros déchets. C'est le dégrillage. Ensuite, c'est l'étape du dégraissage et dessablage. Dans un grand bassin, le sable plus lourd que l'eau tombe au fond et la graisse plus légère remonte en surface. On racle ensuite le fond du bassin pour récupérer le sable et on racle la surface pour récupérer la graisse. Il ne reste plus désormais que les excréments et les produits chimiques. Ils vont être éliminés en 2 étapes. Dans un bassin, la matière plus lourde que l'eau coule lentement au fond. C'est la décantation. Ce que nous récupérons au fond du bassin s'appelle désormais les boues d'épuration. Et ces boues sont constituées en grande partie de nos excréments. Après la décantation, l'eau passe par un filtre peuplé de milliers d'êtres vivants microscopiques, les bactéries. Lorsque l'eau passe par le filtre, les bactéries se nourrissent de la pollution restante dans l'eau. Qu'est-ce qu'on fait des saletés qu'on a enlevées de l'eau? On essaie au maximum de réutiliser tout ce que l'on récupère des eaux usées. Les déchets qui ne passent pas les grilles sont envoyés vers un centre de déchets où ils pourront être incinérés, c'est-à-dire brûlés, et la chaleur produite par l'incinération sera utilisée pour fabriquer de l'électricité. Le sable, lui, on va le nettoyer et il sera utilisé lors des travaux dans les rues, par exemple. Lorsqu'on casse une rue pour la refaire, on va réutiliser ce sable pour boucher les trous. La graisse et les boues sont envoyées dans la station d'épuration vers une grande cuve, un digesteur. Ça fonctionne un petit peu comme notre estomac. Les boues et la graisse sont digérées et lorsqu'elles sont digérées, du gaz est produit. Ce gaz, on l'utilise pour fabriquer de la chaleur et de l'électricité aussi. Et après la digestion, les boues sont séchées et sont envoyées vers un centre de compostage où elles seront mélangées avec les déchets verts pour finir en compost, en terreau, pour faire pousser les plantes. Où va l'eau quand elle ressort de la station? Alors l'eau qui sort des stations d'épuration n'est pas potable, attention, hein. Il reste encore une partie de la pollution parce que la station d'épuration ne peut pas tout enlever. Donc l'eau qui sort des stations d'épuration et retourne à la nature, dans une rivière, un fleuve ou directement dans la mer. Et ensuite, c'est la nature qui va se charger de finir ce travail de dépollution grâce aux rayons du soleil, aux plantes et aux micro-organismes de la rivière par exemple. Est-ce qu'on peut vraiment nettoyer n'importe quelle eau et enlever tous les produits? C'est une bonne question les enfants et c'est très important. Comme je vous l'ai dit, la station d'épuration ne peut pas tout enlever. Moins on va salir l'eau chez nous, plus ce sera facile pour la station d'épuration de protéger la nature. Je compte sur vous les enfants pour passer le message. Plus on sera nombreux à ne pas prendre les égouts pour des poubelles, et plus ce sera facile de protéger la nature. Vous pourrez trouver plein d'informations sur notre site internet www.lagaronnecommence-ici.fr. Le savais-tu? Manquer d'eau alors que les océans recouvrent près de 3/4 de la planète, c'est un peu frustrant. Alors certains se sont demandé, est-ce que ce ne serait pas possible d'enlever le sel de l'eau de mer pour pouvoir l'utiliser? La réponse est oui, mais c'est un peu une fausse bonne idée. En effet, pour y arriver, ça demande beaucoup d'énergie et ça crée beaucoup de pollution. Alors, tant qu'on n'a pas trouvé un moyen de dessaler l'eau plus proprement, c'est vraiment pas une solution miracle. Gaspiller l'eau, ça peut aller très vite. Par exemple, même si ça n'a l'air de rien, un robinet qui fuit un tout petit peu dans ta salle de bain ou ta cuisine et qui laisse tomber environ 1 goutte d'eau par seconde, ça risque de te faire perdre près de 11 000 litres d'eau par an. C'est l'équivalent de 75 bains. Alors imagine une grosse fuite sur un tuyau souterrain. Plus de 65% du corps humain est constitué d'eau. Sans eau, notre corps ne pourrait même pas fonctionner. L'eau se retrouve principalement à l'intérieur de nos cellules, ces tout petits éléments qui composent nos os, nos muscles et nos organes. Elle sert aussi à fabriquer le sang qui transporte l'oxygène, et bien sûr, elle aide à fabriquer le pipi et la transpiration, qui aident à nettoyer notre corps de ses impuretés. Alors pour rester en forme, il faut boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Tu as déjà remarqué qu'on pouvait parfois voir son reflet dans une flaque d'eau ou dans un lac ? Comme toutes les surfaces transparentes, la surface de l'eau a le pouvoir de refléter la lumière, comme un miroir. À Bordeaux,
En 2006, Jean-Marc Liorca, un fabricant de fontaines, a eu une bonne idée, celle d'utiliser cette propriété pour fabriquer un miroir d'eau géant, dans lequel les bâtiments de la place de la Bourse pourraient se refléter. Aujourd'hui, cette drôle de fontaine attire les habitants et les touristes du monde entier qui viennent s'y photographier. Et puis, l'été, les enfants adorent venir s'y tremper. As-tu bien tout retenu? Dans combien d'états différents peut-on trouver de l'eau dans la nature? 3, 5 ou 10? On peut trouver l'eau dans 3 états différents. Liquide, sa forme la plus courante, solide, sous forme de glace, ou gazeux, sous forme de vapeur. Comment appelle-t-on le chemin que parcourt l'eau entre les océans, le ciel et la terre? La ronde de l'eau, le parcours de l'eau ou le cycle de l'eau? On l'appelle le cycle de l'eau. Depuis 4,6 milliards d'années, c'est la même eau qui circule et qui se transforme en permanence dans un cercle infini. Qu'est-ce qu'une station d'épuration? Un endroit où on rend l'eau potable? Un endroit où on transforme l'eau en glace? Ou bien un endroit où on traite les eaux usées? Une station d'épuration, c'est l'endroit où l'on traite les eaux usées pour les nettoyer avant de les rejeter dans la nature. L'endroit où l'on rend l'eau potable avant de l'envoyer dans les tuyaux des maisons s'appelle une usine de potabilisation. Et l'endroit où l'on transforme l'eau en glace, c'est le congélateur. Picou, tu veux une glace à la fraise ou au citron? Y aurait pas une glace au chocolat? Voilà, cet épisode est terminé. Merci Marine. Merci Picou. On espère que tu as passé un bon moment avec nous et que tu as appris plein de choses. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode des Petits Drôles. Et d'ici là, amuse-toi bien dans le Sud-Ouest. Salut!